je vous parle du coup de la suite parce que là on a parlé un peu le rôle propre du pneumologue. Le point commun entre un pneumologue et un médecin du travail, on est déjà une spécialité à part pour la formation. C'est-à-dire de suite on choisit ce qu'on veut faire et 4 ans plus tard on est diplômé. Donc au clair, pour être pneumologue au médecin du travail, 10 ans d'études. Il ne faut pas se tromper de choix. La médecine du travail, c'est par hasard peut-être, mais la Lorraine, c'est un choix. Et du coup, ça m'a fait croiser Ahmed. Et du coup, c'est mon binôme sur toutes les étapes de vie jusqu'à maintenant. Je pense que cette rencontre-là, vraiment, elle nous donne surtout l'idée de ne pas rester seul. Alors, on sait qu'il y a quelque chose à faire pour un patient en particulier. Et quand on est bien entouré, en fait, c'est plus facile. On va dépenser moins d'énergie et on va avoir quand même d'excellents résultats. La médecine du travail, on peut revenir, mais ce qui est important, on parle depuis hier du point médico-légal, social. On sait que la sécurité sociale chez nous, en France, a été créée, quelqu'un sait ? 40, voilà, la sortie de la Deuxième Guerre, et la médecine du travail, elle était institutionnalisée aussi en 46. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais le fait qu'elle soit institutionnalisée, il y a le Code du travail qui a continué à augmenter, il n'a pas fini aussi de grandir sous le contrôle de notre avocate. Ce qui est important pour moi, alors c'est très vite, parce que cette introduction, on va passer très vite. Passion. Moi, je suis pneumologue, je parle de patient. Et les retraités, où il est un enfant qui n'a pas encore commencé à travailler, j'ai besoin de m'intéresser au diagnostic étiologique. Je fais mon enquête, je fais mon Dr House. Oui, c'est l'interrogatoire. On les écoute et tout de suite on est guidé. Pour les gens qui travaillent, surtout ceux qui vont commencer aussi à travailler, ils ont cette chance-là de croiser le médecin du travail dès le départ de leur activité professionnelle. La loi aussi, elle a évolué, elle dit, quand elle commence la personne, quand elle quitte l'entreprise qu'elle emploie et quand elle quitte complètement une carrière professionnelle. Donc on a des visites, et on a rajouté même des visites dites mi-carrière. Et en fait, l'intérêt, parce qu'on réalise que le gold standard pour vous, c'est un examen complémentaire en particulier, on dit c'est celui-là de référence. Maintenant, pour le repérage ou la traçabilité des expositions, c'est le dossier médical. Soit on est un bon médecin du travail qui cherche aussi à tracer les expositions, parce que c'est le seul point, malgré que la loi elle dit c'est toujours le patron qui doit tracer et donner même des attestations d'exposition à son salarié lambda. Eric est radiologue. Je cite l'exemple, donc radiologue, ça veut dire quoi? Exposition au rayonnement luisant. Il y a tout ce suivi le long de la carrière et il est bien tracé au-delà de l'entreprise où il travaille. On a le CESIRI, on est sur l'autorité de la surveillance de rayonnement luisant. On a déjà un dossier. C'est le seul exemple. L'amiante, on n'a rien. Biologique, on n'a rien. Donc, ceci dit, c'est ce qui note le médecin du travail dans le dossier. Et un médecin du travail, je finis par ça. On est en dehors du système de soins. C'est-à-dire, vous, en tant que pneumologue, vous avez l'interdiction de transmettre un compte-rendu d'un patient au médecin du travail. Notre seul postier, c'est le patient lui-même. Donc, c'est lui qui va nous ramener le compte-rendu, ou tout simplement, avec l'accord, ok, moi, pneumologue, je paye un timbre, comme ça, je suis sûr qu'il m'a donné l'autorisation et le médecin du travail reçoit mon courrier pour qu'il me donne un avis. Donc, au clair, j'envoie au médecin du travail, j'envoie au CCPP, je choisis lequel, c'est les retraités, le mieux que ce soit CCP parce qu'il n'y a plus de médecin du travail. Parce que nous, on voit que les gens qui travaillent, qui sont sous contrat, mais on est amené à recevoir des retraités parce qu'ils nous demandent une copie de dossier médical, ils nous demandent un éclairage. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, adresser un retraité pour un médecin du travail, déjà, on est dans une pénurie. Les médecins du travail changent aussi. Donc, il va dire, non, c'est pas un motif pour lequel je vais recevoir quelqu'un qui n'est pas sous contrat. Les consultations pathologiques professionnelles, on a touché un mot. Et après, quelles sont les conditions de réparation? On a fait une limitation sur le régime général parce que c'est le plus fréquent.
le régime minier qui est maintenant géré par le régime général, et après on a le régime agricole pour faire un petit peu la scinder en deux. Mais les deux régimes institutionnalisés à la sortie de la Deuxième Guerre, on a créé aussi l'INRS. L'INRS, c'est l'organisme de recherche à renommée internationale qui est aussi créé à la même occasion. Donc médecine du travail, l'INRS et la sécurité sociale avec ces deux branches, maladie et accident de travail, maladie professionnelle, dit département professionnel, prévention du risque professionnel. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est presque fini ma présentation. Le médecin du travail, peut-être un petit mot, si on parle beaucoup de conseils, on est conseillé, mais on donne un avis motivé. La seule décision d'un médecin du travail, c'est apte ou pas apte. En fait, c'est le seul papier qui sort, qui est en fait, ça n'a rien de médical comme papier, mais tant que c'est signé par un docteur, ça a un impact sur le contrat de travail. Donc on ne veut pas aussi passer pour ceux qui sortent des gens, des pères de famille, des jeunes qui ont un rêve d'occuper un poste. Donc en fait, on accompagne, et la loi, comme elle l'avait spécifié notre avocat hier, c'est que la loi, elle dit, vous êtes médecin du travail, si vous êtes un cardiologue, vous allez voir le cœur. Vous êtes médecin du travail, vous avez libre accès sur le lieu de travail. Donc en fait, on va faire le Doctor House, on dit pop, on vient, on voit le poste du travail, la fiche de poste, toutes les substances chimiques avec les FDS. Donc en fait, on vous apporte ce regard d'expert, mais aujourd'hui, on est peu. Donc on fait appel aussi à des spécialistes, des chimistes, voilà, des ergonomes, tout dépend de la question. Et on est à plusieurs pour apporter vraiment c'est par repérage, c'est la spécificité de l'exposition. Donc le repérage, c'est pour démarrer, mais là, nous, on vous rapporte vraiment la spécificité. Ce qui est important aussi derrière, c'est que nous, on peut même faire le certificat médical initial pour accompagner quelqu'un qui souhaite déclarer. Mais on ne veut pas être juge parti. Parce que l'avis motivé aussi, il peut être sollicité par le C2RMP auprès du médecin du travail. On préfère dire, écoutez, voici un petit courrier, vous voyez votre médecin traitant, votre problématique, elle est pulmonaire, vous allez voir un pneumologue, et en fait, le pneumologue, il spécifie, mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment l'intitulé, ce qu'on appelle la désignation de la maladie. Peut-être pour le cas, c'est les causes polyarthrite rhumatoïde et sarcoïdose, c'est très important de déclarer l'intitulé exact et apporter la preuve, l'appui d'un médecin pour l'intitulé dite désignation de la maladie. Qui déclare? Toujours un assuré. Parce que la médecine qui soigne, peut-être celle d'avant de prévention, dont fait partie la médecine du travail, et après ça vient la médecine d'expertise ou assurantielle, c'est qui va contrôler. Contrôler, c'est pour pénaliser le malus pour celui qui a fauté et dédommager celui qui est victime. Donc en fait, on parle d'assuré. Mais si l'assuré n'est plus là, c'est un héritage, c'est ses ayants droit qui vont déclarer la maladie en question, bien spécifiée, pour avoir quoi? Des sous. Parce que si la personne elle est partie. Et le premier avantage, je vais revenir rapidement après, c'est l'avantage en nature. En nature, c'est je me fais soigner par le meilleur sans que j'avance un sou. C'était ça aussi l'état d'esprit de l'imputabilité. Les CERFA, je vais vous faire rapidement, mais pour un pneumologue qui n'a pas le temps, il fait un bon CMI sur un papier libre, certificat médical. Il dit je suis signé docteur pneumologue, je suis monsieur tel ou madame tel pour un cancer bronchopulmonaire. Rajoutez le mot primitif s'il vous plaît et vous mettez la date de la première constatation. Ça remonte à quoi? Le premier jour où elle a craché du sang. C'est pas le scanner, mais par défaut on va remonter vers le scanner. Elle a craché du sang, hémoptysie qui a déclenché toute l'histoire médicale. C'est bon, le jour où là, peut-être avant l'hémoptysie, elle avait mal, elle avait maigri. Donc en fait, c'est la date de la première constatation, c'est très important. Si vous faites le CERFA, là vous êtes bien contraint de bien cocher les cases. Et ça va vous prendre un temps fou. Et quand on n'est pas à l'aise, on dit demain. Mais franchement, le lendemain, il est plus chargé que la veille. Et on est mal barré. Donc, je compatis avec vous.
Ce qui est important, c'est on est toujours face à quelqu'un au régime général et les salariés, on avance, tac, 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 tac. Je vous laisse lire tranquillement. On connaît les tableaux ou pas, parce que quand on connaît bien les tableaux et mon certificat est bien fait et le salarié ou le retraité, il a bien fait son dossier administratif, c'est une reconnaissance sur dossier administratif. Donc, c'est pas un médecin au départ qui va dire il fait partie du tableau ou pas. C'est un administratif, c'est pas un mot dénigrant, hein. C'est vraiment, est-ce qu'il coche toutes les cases? S'il a coché toutes les cases, c'est bon, ça passe comme une lettre à la poste. Si les cases ne sont pas cochées, ben ça va passer au C2R1P. Soit on a un tableau, mais il faut ramener encore de l'argumentaire, soit on n'a pas de tableau, mais là, c'est un dossier costaud. Mais le concert, par définition, parce j'ai pas entendu ça par Vincent, c'est que pour que un dossier soit recevable en hors tableau, c'est soit la personne est morte, ou elle a un taux d'EPP de 25%. Prévisible. Voilà, prévisible. Donc, ce qui est important, il faut qu'un expert, et là, le pneumologue, il déconserve, ça suffit. Voilà, mais si c'est une autre pathologie, c'est très important de se dire, par exemple, un asthme faible, ne soyez pas étonné qu'il soit pas reconnu, mais ça n'enlève pas le côté professionnel de son origine. Et en fait, la personne va dire, tiens, j'ai fait tout ça pour toucher 0 euros, parce qu'elle est là aussi. La prestation en espèces, elle viendra pour dédommager la personne, mais seulement si elle a un taux d'EPP. Ahmed aussi, il a signifié que vous êtes en deuxième position. Les premiers, c'est les rhumatologues ou les spécialistes de squelette. Donc, je me fais opérer pour un canal carpien. Le chirurgien est tellement bon, j'ai aucun séquelle et même la cicatrice est invisible. Je fais passer ma visite de consolidation, guérison, sans séquelles. En fait, je vais avoir un taux d'EPP 0 euros. Mais juste, j'ai rien payé, en fait. C'est tout pour mes soins. Mais tant que j'ai récupéré la santé, c'est déjà un bon. Mais en fait, les gens expriment un étonnement. Pourquoi mon collègue, il a eu quand même 10 000 euros et moi, 0 euros. Donc ça aussi, c'est une question qu'on a au quotidien. Peut-être vous voyez pas cet aspect-là. Mais ce qui est important, en fait, c'est accompagner. Et c'est comme ça qu'on avance dans les maladies professionnelles. J'ai repris exprès le tableau pour vous dire, faites-moi l'exercice, mais on va gagner du temps. Prenez un tableau, vous êtes en consultation, vous êtes à la bourre, et vous dites, tiens, je tape sur les NRS asthme, et je regarde en fait, qu'est-ce que je peux poser comme question. Déjà là, le tableau, il n'est pas complet, c'est sur les listes des travaux, mais quand vous l'ouvrez, il est encore, vous avez du chemin, ça va vous prendre combien de minutes. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Moi, je préfère que vous voyez ça, et vous mettez vraiment l'intitulé exact, tel qu'il est marqué sur le tableau, comme on l'a spécifié hier, Vincent l'a bien dit, c'est que le tableau, c'est un peu de science et beaucoup de politique. Voilà, donc c'est très important d'être aussi dans le minimum syndical pour que ça passe. Et je finis par ça, c'est que le C2R1P, je suis désolé, c'est très important de se dire, c'est 3 personnes, soit ils sont tous d'accord, soit il y en a 2 qui vont battre 1. Soit tous, ils vont dire, on accepte la maladie professionnelle, soit on l'accepte pas, mais si ce sont 2 contre 1, généralement c'est les 2 sur le contrôle d'Isabelle et Vincent qui participent. Le C2R1P, c'est un comité de 3 médecins, mais avant qu'ils se réunissent, ils vont recueillir les avis motivés de l'enquêteur, de la CARSAT, parce que c'est eux qui payent et qui donnent le malus pour les entreprises qui n'ont pas fait leur travail de supprimer de risques. Et vous avez un médecin chercheur qui sait les nouvelles connaissances, donc il vient du CHU, donc c'est un médecin universitaire, et vous avez le big boss des médecins du travail qui s'appelle le médecin inspecteur, qui en fait, en l'absence même d'une entreprise, parce qu'elle a fermé, et il a ce bagage de connaissances de territoire. Moi, avant, j'arrive en Lorraine, pour son histoire sidérurgique, mais quand on dit, tiens, c'est un mineur de jour, ou un mineur de fond. Déjà mineur, est-ce que c'est une question d'âge ou c'est plutôt un métier? Et après, de fond, ça veut dire quoi? Il y en a qui sont en hauteur. Ou en fait, l'idée, c'est celui qui est sous terre, ça s'appelle mineur de fond. Là, clairement, l'amiante, elle est là. Le silice, elle est là. Le mineur de jour, tout dépend. Il est en haut. Est-ce qu'il est dans la maintenance? Dans d'autres secteurs, en fait, c'est tout de suite, ça déduit. Rien qu'on l'intitulé. Et généralement, les dossiers des anciens mineurs, ils sont bien spécifiques. Une petite parenthèse.
mon collègue, il a parlé de tout ce qui est immigration et tout. Donc, à la sortie de la Deuxième Guerre, on cherchait de la main-d'œuvre. Et en fait, les médecins du travail, on avait un panel d'examens. C'est tout d'abord, je serre la main à la personne. Ah, bah tiens, il a une rude main. Donc, c'est un bosseur dans son pays. Donc, voilà, on vérifie tout le reste, on dit il est robuste. Et après, on fait des examens pour ses oreilles. Et bien sûr, avant les oreilles, ben, il a passé une scopie pulmonaire. C'est des petites radiophotos, une radio pulmonaire. Mais en fait, la première prévention au départ, c'était une prévention de santé publique. Il ne faut pas que le tuberculeux qui vient de son pays, avec un BK bien résistant, qui va le communiquer à tous ceux qui vont être au fond comme lui. Parce que vous voyez, c'est vraiment intelligent au départ. Et après, ben, la santé publique maintenant, on parle plus de médecins du travail, j'ai fini, hein. On parle plus de médecins du travail, on parle de médecins en santé au travail. Ça veut dire quoi? Je suis pas tout seul, j'ai une infirmière, un ingénieur chimiste, un psychologue, un ergonome. Donc, on va sur le terrain, eux aussi, ben, ils vont. Le médecin du travail, il a, on va dire, la protection par la loi d'avoir le statut de travailleur protégé et une garantie de son indépendance professionnelle. Bien qu'on est payé par une entreprise qui nous emploie, mais ils n'ont pas interféré et nos dossiers, personne ne pourra avoir accès. Donc, en tout cas, à notre connaissance, au bureau. Et donc, les services de santé au travail, ils sont soumis à l'agrément de l'État pour dire, c'est bon, on est quand même pas corrompu, on ne donne pas au patron le diagnostic de telle personne, parce que voilà, il y a l'imaginaire aussi chez les patients. Donc, ce qui est important, malgré que il y a une histoire de, on peut pas accéder au médecin du travail seulement à travers le salarié, mais en fait, votre rôle, c'est de lui dire, tiens, un petit courrier pour le médecin du travail, et je te mets devant ton propre destin, ta responsabilité d'aller plus loin ou pas. Je pense aussi au moins ça comme message, parce que pour nous, les salariés, ils viennent déjà sans rien, mais quand on les voit en visite de reprise, ils nous racontent toute une histoire, ils viennent sans compte rendu. Donc, du coup, quand ils nous racontent une histoire, on leur demande de revenir avec des éléments. On est des cliniciens, mais franchement, l'histoire de la maladie, les détails et tout, il n'y a pas mieux que le soignant qui va nous faire la synthèse. Et c'est fini. Voilà. Donc, parce que je l'ai parlé de tout ce qui est avantage en nature, en espèce, donc ça vous connaissez maintenant, c'est que avant on n'avait pas la mutuelle, et quand je suis victime d'un accident de travail, je suis arrêté, sans que mon salaire soit impacté, c'est-à-dire j'ai l'intégralité de mon salaire, je me fais soigner, j'ai perdu un doigt, on va voir le chirurgien, dépassement d'honoraires, je ne sais pas, j'avance pas la carte vitale, vous voyez peut-être dans vos consultations la fiche de soins dans le cadre d'un accident, et vous, en fait, vous signez comme quoi j'ai facturé tant, et ça vient après dans la comptabilité. Vous pouvez pas avancer la carte vitale. Je sais pas si ça vous parle. Le radiologue peut-être. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, en fait, on a la sécurité sociale dans l'imaginaire, c'est la carte vitale, mais en fait, en réalité, il y a la branche maladie ordinaire et la branche professionnelle. Je te rends la parole. Merci.